l'été flamboyant de 1982 en Espagne. Cette année-là, l'équipe nationale brésilienne, sous la houlette de Tele Santana, a conquis le cœur des supporters du monde entier, écrivant l'une des plus belles et pourtant inachevées Odes of Football, avec une génération de joueurs talentueux, véritables artistes du terrain, et un style de jeu baptisé Joga Bonito, un football pur et élégant. Des attaques fulgurantes et une maîtrise du ballon exceptionnelle. Les Brésiliens sont venus non seulement conquérir le trophée, mais aussi redéfinir la beauté du jeu. Malgré leur défaite face à l'Italie lors de la tragédie de Sarria, la sélection de 1982 est restée à jamais gravée dans les mémoires. Un symbole de passion que le football moderne chérira à jamais. Mais lorsque les projecteurs du stade se sont éteints, lorsque les acclamations de cet été-là se sont estompées, les héros d'antan ont retrouvé le chemin du monde réel, fait de rebondissements et d'imprévus. Plus de 40 ans ont passé, et le temps a laissé des traces diverses sur leur vie. Certains sont devenus des légendes, continuant de façonner l'histoire du football. D'autres ont choisi une vie retirée au bord de la mer, et d'autres encore ont connu une fin tragique. Prenons un instant pour explorer les parcours tumultueux de ces âmes qui ont créé cette génération dorée. Zico, l'incarnation même de la magie sur le terrain. L'homme qui a captivé le monde à chaque touche de balle cette année-là. Au sein de l'équipe brésilienne, Arthur Antunes Coimbra, alias Zico, était l'âme du milieu de terrain, à 29 ans. Arborant le légendaire numéro 10, il possédait toutes les qualités de la perfection. Une vision tactique aiguisée, des coups francs parfaitement enroulés et le sens du but d'un attaquant dans un corps de milieu de terrain. Ces 4 buts, lors du tournoi, n'étaient que la partie émergée de l'iceberg de sa performance sublime. Sur le terrain, en 1982, Zico était un roi incontesté, maîtrisant le rythme de la samba avec élégance et précision, laissant même ses adversaires admiratifs. Après son été espagnol, la carrière de Zico poursuivit son épopée. Il conquit l'Italie avec l'Udinese, où les Udinais le vénéraient comme une légende vivante, avant de retourner à Flamengo pour y poursuivre sa glorieuse carrière. Mais le tournant décisif de sa vie se produisit en Extrême-Orient. En rejoignant les Kashima Antlers, Zico posa à lui seul les fondements du football professionnel au Japon. Plus qu'un simple joueur, il devint un mentor et un ambassadeur, hissant le football japonais au rang des clubs les plus prestigieux. La vie personnelle de Zico fut aussi épanouissante que son style de jeu. Un homme de famille, à l'abri des scandales et toujours soucieux de son image. Il ne quitta jamais vraiment le monde du football, assumant régulièrement des fonctions d'entraîneur auprès de sélections nationales comme celles du Japon et de l'Irak, ainsi que dans de grands clubs turcs et russes. La complicité entre Zico sur et en dehors du terrain est remarquable. Si sur le terrain, il dirige un orchestre avec calme et sagesse, and dehors, il est un véritable professeur de football. Un manager brillant doté d'une vision stratégique, sans fanfare ni ostentation. Zico utilise son talent et sa personnalité pour conquérir le cœur de tous. Aujourd'hui, septuagénaire, Zico continue de se consacrer au football en tant que conseiller principal chez Kashima Antlers et ambassadeur international de ce sport. Ses cheveux ont blanchi, mais le sourire bienveillant et le regard perçant du pelé blanc demeurent intacts, témoignant d'un amour pur et indéfectible pour le football. Socrate, l'homme qui a offert sur le terrain une ultime danse philosophique, avec une prestance qui forçait le monde entier à l'admiration. Aux côtés de Zico, impossible de ne pas évoquer Socrate, le grand capitaine à la silhouette longiligne, à la barbe épaisse et au bandeau romantique. À 28 ans, il n'était pas seulement un milieu de terrain talentueux, maître des talonnades et des passes pénétrantes, mais aussi un guide spirituel, un véritable penseur sur le terrain. Socrate jouait avec une nonchalance teintée d'arrogance, comme s'il évoluait entre la vie et la mort. Pour lui, le football n'était pas une simple question de victoire ou de défaite, mais un art, une voie pour la démocratie et la liberté. Après la Coupe du Monde de 1982, Socrate poursuivit son parcours atypique. Il partit pour l'Italie afin de jouer à la Fiorentina, mais réalisa rapidement que le football ne lui convenait pas. Il retourna alors au Brésil pour continuer le célèbre mouvement de la démocratie corinthienne. Fait remarquable, parallèlement à sa carrière de footballeur, il était médecin et un intellectuel profondément engagé politiquement et socialement. La vie privée de Socrate était un tissu de contrastes.
un homme sage, un journaliste, un analyste politique incisif, mais aussi une âme solitaire qui trouvait refuge dans l'alcool. Il menait une vie libre, aimait passionnément, et buvait avec la même passion, à l'image de sa façon de jouer, sans se soucier des règles. La plus grande tragédie de ce génie réside dans le contraste entre un médecin qui sauve des vies et un mode de vie autodestructeur. Aussi calme et posé sur le terrain qu'impulsif dans la vie, il semble que le poids de la célébrité et les angoisses de l'époque aient poussé le docteur à chercher refuge dans l'alcool. Ce parcours à la fois poétique et tumultueux prit fin brutalement. Un jour de décembre 2011, Socrates s'éteignit à l'âge de 57 ans des suites d'une infection intestinale, conséquence d'années d'abus d'alcool. Sa mort coïncida avec le jour où son équipe de cœur, les Corinthians, remporta le championnat, exaucant ainsi son vœu le plus cher. Son héritage ne se limite pas à ses buts, mais à l'image d'un philosophe du terrain unique en son genre. Paulo Roberto Falcón, le roi de Rome, a fait son entrée sur la scène espagnole avec une aura impossible à ignorer. Si Zico était le cerveau et Socrate l'idéologie, Falcón était le véritable cœur battant de la sélection cette année-là. À 28 ans, il possédait une élégance rare. Évoluant comme milieu défensif, il disposait de la technique fluide d'un numéro 10 classique, à la fois puissant dans les duels et capable d'initier subtilement les attaques. Le but décisif contre l'Italie lors de ce match mémorable, ainsi que le moment de célébration triomphante et exaltante, sont devenus le symbole des aspirations de toute une nation. Falcón incarnait à la perfection la force et la beauté, à l'image de l'hommage que lui rendaient les Italiens, le 8e empereur de Rome. La carrière de Falcão en club fut intimement liée à son passage à l'AS Roma, où il était vénéré comme une légende. Il mena l'équipe à un titre historique de champion d'Italie, Serie A, après 41 ans d'attente, s'imposant comme l'un des plus grands joueurs étrangers de l'histoire de la Serie A. Après sa retraite, Falcón ne se repose pas sur ses lauriers. Il se lança dans une carrière d'entraîneur, dirigeant les sélections brésiliennes et japonaises, sans toutefois atteindre le même succès retentissant que durant sa carrière de joueur. Par ailleurs, grâce à son élégance et à son éloquence, il devint un commentateur sportif de renom et très respecté au Brésil, où ses analyses étaient toujours écoutées avec le plus grand respect. La vie de Falcão est un modèle de star qui sait préserver sa notoriété. Homme d'affaires prospère, père de famille épanoui, il apparaît toujours en public avec une allure soignée et élégante, à l'image de son style de jeu, sans jamais faire parler de lui. Falcón a su transposer son intelligence du terrain en sagesse dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, septuagénaire, Falcón demeure une figure emblématique des médias sportifs, menant une vie riche et épanouie, et continuant d'inspirer les générations futures par son immense savoir. Leo Jr., l'artiste aux multiples talents sur l'aile, s'est révélé comme l'une des révélations de cette année-là. Au sein de l'équipe brésilienne, Junior était la note la plus joyeuse et la plus constante. Malgré son poste d'arrière-gauche à 27 ans, il jouait comme un véritable meneur de jeu. Sa chevelure bouclée caractéristique, sa technique irréprochable et ses courses incessantes sur tout le terrain. Son but contre l'Argentine, inscrit suite à une percée fulgurante dans la surface de réparation, n'a fait que confirmer son talent exceptionnel. Mais Junior ne brillait pas seulement sur le terrain, il est aussi le gardien de la flamme samba dans le vestiaire, insufflant joie et optimisme, ce qui contribue à maintenir le moral de toute l'équipe au beau fixe. Ce qui est remarquable chez Junior, c'est la longévité de sa carrière. Après la Coupe du Monde 1982, il rejoint l'Italie pour jouer au Torino et à Pescara, où il devient une idole grâce à son jeu intelligent et technique. De retour au Brésil pour jouer à Flamengo, il se reconvertit même en milieu offensif et continue à évoluer au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 39 ans. Ne s'arrêtant pas là, après avoir pris sa retraite du football à 11, Junior devient une légende du beach soccer, contribuant à la domination du Brésil dans ce sport. Sa vie personnelle est également empreinte de créativité. Il a notamment enregistré une chanson de samba qui a connu un grand succès en Italie. Junior incarne la joie de vivre, l'équilibre parfait entre passion et carrière. D'arrière latéral infatigable à star du petit écran, la transformation de Junior s'est faite avec la même fluidité que sa maîtrise du ballon. Aujourd'hui, Junior est l'un des commentateurs et analystes footballistiques les plus en vue de Globo. Sa voix grave et ses analyses pertinentes sont devenues un rendez-vous incontournable pour les supporters brésiliens chaque week-end.
Il vit heureux en famille, arborant toujours le même sourire radieux, prouvant ainsi que le football n'est pas seulement une question de combativité, mais aussi de plaisir de vivre. Toninho Cerezo, le dernier maillon de la Fantastic Four, était un héros discret à l'endurance inépuisable. À 27 ans, il dominait le terrain comme une machine, travaillant sans relâche pour offrir à Zico et Socrate la liberté de créer. Pourtant, le destin s'acharna sur lui avec une passe mal ajustée contre l'Italie, offrant indirectement le but à Paolo Rossi. Ce moment hanta sa carrière, une tâche douloureuse sur un tableau par ailleurs parfait. Pourtant, la vie de Cerezo est une histoire de rédemption et de résilience. Après la tragédie de 1982, il a connu une ascension fulgurante en Serie A, d'abord avec l'AS Roma, puis avec la Sampdoria. Il y est devenu une légende, contribuant à la victoire du Scudetto et à la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Cerezo a prouvé qu'une erreur ne saurait définir une personne. Dans la vie, il est connu pour être un homme joyeux, plein d'humour et quelque peu excentrique. Des traits de caractère qui l'ont aidé à surmonter l'immense pression médiatique qu'il a subie des années auparavant. Il est également le père de la célèbre mannequin transgenre Lea T, et son soutien public à sa fille, affiché devant les médias, témoigne d'un cœur paternel, compatissant et moderne. Sur le terrain, Cerezo dégageait une énergie débordante, à l'image de sa vie. Il a transformé les larmes de 1982 en une motivation pour atteindre la gloire. Après avoir occupé divers postes d'entraîneur au Japon et au Brésil, Cerezo coule aujourd'hui une retraite paisible. Il apparaît encore fréquemment dans des émissions de télévision, évoquant avec un sourire radieux ses souvenirs d'antan, preuve que le temps et l'optimisme peuvent guérir toutes les blessures. Eder, le canon du flanc gauche, un héros discret qui savait toujours faire trembler les murs. Si vous cherchez un nom qui évoque une énergie explosive, c'est bien Eder Alekso. À 25 ans, il terrorisait tous les gardiens grâce à son pied gauche d'une puissance incroyable. Son subtil lobe contre l'Écosse ou sa frappe surpuissante contre l'Union soviétique lors de la Coupe du monde 1982 sont devenus des chefs-d'œuvre immortels. Sur le terrain, Eder est un artiste imprévisible mais brillant, capable de rester discret tout au long du match et de décider soudainement du sort de la rencontre par un seul éclair de génie. Cependant, la carrière d'Eder après 1982 ne fut pas aussi brillante que celle de ses coéquipiers. Son tempérament fougueux et quelque peu arrogant l'empêcha de maintenir son meilleur niveau, ce qui entraîna de fréquents changements de club. Il ne signa aucun contrat mirobolant en Europe, ni ne remporta de trophée majeur. Eder tomba peu à peu dans l'oubli, menant une vie bien plus paisible que celle de ses années de gloire. Il tente sa chance comme directeur technique et entraîneur dans plusieurs équipes brésiliennes de moindre envergure, sans toutefois y laisser une empreinte significative. Le contraste entre l'Eder explosif sur le terrain et l'Eder discret en dehors est saisissant. Il semble avoir concentré tout son talent et sa chance sur cet été 1982. Aujourd'hui, Eder mène une vie privée, participant occasionnellement à des matchs amicaux avec d'anciennes légendes du football. Bien qu'il n'apparaisse plus fréquemment dans les médias, dès que l'on évoque la Coupe du Monde, 1982, on ne peut oublier l'image de cet attaquant aux cheveux bouclés, dont la frappe du gauche a fait vibrer les stades, symbole d'une puissance brute et d'une beauté spontanée. Waldir Pérez, le gardien solitaire au sein d'une équipe de stars offensives éblouissantes. Dans cette sélection brésilienne, le poste de Pérez, alors âgé de 31 ans, a toujours été considéré comme le maillon faible. Malgré son statut de légende à São Paulo, il a continué d'essuyer de vives critiques lors de la Coupe du Monde, 1982, notamment après son erreur lors du match d'ouverture contre l'Union soviétique. Waldir Pérez a dû supporter une pression immense en tant que défenseur d'une équipe qui ne savait que se projeter vers l'avant, se retrouvant souvent seul face aux féroces contre-attaques adverses. Après le tournoi, Waldir Pérez a continué à jouer régulièrement pour des clubs italiens comme l'America RG, Guarani et Corinthians avant de prendre sa retraite en 1989. Sa vie après le football a été assez tumultueuse. Il a tenté sa chance comme entraîneur, mais sans grand succès.
et sa vie personnelle a également été marquée par de nombreux revers familiaux. Il menait une vie simple, parfois même oublié des supporters ou évoqué avec reproche pour ses échecs passés. Cependant, ses coéquipiers de 1982 l'ont toujours tenu en haute estime, le considérant comme un grand frère, quelqu'un qui avait enduré en silence des sacrifices pour qu'il puisse briller. Il affichait toujours une attitude optimiste et joyeuse lors des réunions d'anciens joueurs, sans jamais se plaindre du sort, ni reprocher à ses coéquipiers de privilégier l'attaque au détriment de la défense. Pourtant, le parcours de ce gardien dévoué s'est tragiquement achevé un après-midi de juillet 2017. Waldir Pérez est décédé subitement à l'âge de 66 ans, victime d'une crise cardiaque alors qu'il assistait à une fête d'anniversaire. Sa disparition a bouleversé le Brésil tout entier, qui a pris conscience de la reconnaissance qu'il lui devait pour son engagement discret mais précieux dans les cages de la plus grande équipe de l'histoire. Leandro, le pêcheur, possédait une telle souplesse qu'il transformait les couloirs en scène artistique. Face à Junior, évoluait José Leandro Ferreira, plus simplement Leandro. À 23 ans, il était déjà considéré comme l'un des latéraux les plus complets au monde. Solide défensivement, Leandro jouait également avec l'aisance et la technique d'un véritable numéro 10. Ses courses sur l'aile, ses feintes et ses centres était d'une telle fluidité qu'on le comparait à un artiste dansant sur la pelouse plutôt qu'à un joueur. Leandro incarnait à la perfection la philosophie du beau football de Tele Santana, un véritable artiste au poste de défenseur. Contrairement à nombre de ses coéquipiers qui ont choisi l'Europe comme destination, la vie de Leandro fut un hymne à la loyauté et à l'amour de sa patrie. Toute sa carrière fut dédiée aux couleurs rouges et noires de Flamengo. L'une des anecdotes les plus célèbres concernant cet homme intègre est son refus de participer à la Coupe du Monde 1986, alors qu'il était au sommet de sa forme, simplement pour protester contre l'exclusion de son ami proche, Renato Gaucho, de l'équipe nationale. Leandro accordait plus d'importance à l'amitié et aux principes qu'à la gloire de la Coupe du Monde. Après une retraite prématurée à 31 ans en raison d'une blessure persistante au genou, il se retira complètement des projecteurs du monde du football, refusant toutes les propositions d'entraîneurs ou de commentateurs. Le lien entre Leandro sur et en dehors du terrain est empreint de simplicité et d'authenticité. Si sur le terrain, il joue au football avec une aisance naturelle, and dehors, il choisit de vivre en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, Leandro mène une vie paisible et heureuse dans sa ville natale de Cabo Frio. Il possède une petite maison d'hôte, Pousada, en bord de mer, où il savoure les plaisirs de la pêche et contemple chaque jour le coucher du soleil. Pour Leandro, le football n'est qu'une belle parenthèse, tandis que la vraie vie est synonyme de paix intérieure, loin du tumulte de la célébrité. Oscar, un rock silencieux mais solide, doté d'une âme de mentor au sein d'une attaque fougueuse. Dans cette équipe brésilienne, Oscar Bernardi, le défenseur central de 27 ans portant le numéro 3, était le pilier de la défense. Il comblait les brèches laissées par ses coéquipiers et, grâce à son style de jeu puissant et son excellent jeu de tête, il incarnait le leadership moral de l'équipe. Le but victorieux contre l'Écosse témoignait clairement de l'esprit combatif indomptable d'Oscar. Il incarnait la discipline et le sens des responsabilités au sein d'une équipe souvent caractérisée par l'improvisation. Après la défaite de 1982, Oscar a conservé le capitanat de la sélection lors de la Coupe du Monde 1986. Sa carrière en club l'a mené de Ponte Preta et du New York Cosmos à São Paulo, puis a joué quelques années au Japon pour le Nissan FC, l'ancêtre des Yokohama F. Marinos. Après sa retraite de joueur, Oscar n'a pas choisi la voie du coaching professionnel dans les grands championnats pour accéder à la célébrité. Il s'est plutôt consacré à la formation des jeunes. Il a créé le centre de formation Oscar Inn Eco Resort au Brésil, qui a formé des milliers de jeunes talents et est devenu un lieu d'entraînement privilégié pour de nombreuses équipes professionnelles. L'image d'un Oscar inébranlable, protégeant ses coéquipiers sur le terrain il y a des années, se prolonge dans sa vie de mentor et de parrain pour les nouvelles générations de joueurs. Il œuvre discrètement, mettant son expérience et ses ressources au service du développement du football
plutôt que de rechercher la gloire personnelle. Aujourd'hui, 70 ans, Oscar continue de gérer avec dévouement son centre de football, menant une vie riche de sens et respectée par la communauté du football brésilien comme l'une des personnes les plus bienveillantes de ce sport. Serginho Chulapa était le joueur le plus controversé de l'équipe du Brésil de 1982. Choisi à la dernière minute pour remplacer Carica, blessé à 28 ans, Serginho, avec son physique longiligne et un peu gauche, détonnait parmi les joueurs techniquement doués comme Zico et Falcao. On lui reprochait souvent de rater de nombreuses occasions et son style de jeu, trop axé sur la force et manquant de finesse. Malgré tout, avec 2 buts inscrits durant le tournoi, il a parfaitement rempli son rôle de véritable monstre dans la surface de réparation, attirant les défenseurs adverses pour permettre à ses coéquipiers de briller. La vie de Serginho après la Coupe du Monde fut aussi tumultueuse et haute en couleurs que son style de jeu. Meilleur buteur de l'histoire de São Paulo, il devint une icône et un membre important du staff technique de Santos pendant de nombreuses années. Connu pour son tempérament fougueux et son franc-parler, Serginho fut impliqué dans de nombreuses altercations sur le terrain et même avec des journalistes. Il vivait instinctivement, sans artifice, disant ce qu'il pensait et agissant avec honnêteté. Bien que moins apprécié des experts pour son sens tactique que certains de ses coéquipiers, Serginho connut une brillante carrière d'entraîneur adjoint, aimé des joueurs pour sa sincérité et son humour. Le contraste entre lui et ses coéquipiers de 1982 se poursuit dans la vie réelle. Tandis qu'ils étaient des gentlemen élégants, Serginho était un nomade au caractère bien trempé, un personnage de la rue. Aujourd'hui encore, Serginho reste impliqué dans le football, apparaissant fréquemment avec des déclarations à la fois surprenantes et divertissantes. Il mène une vie joyeuse et insouciante et demeure une figure incontournable de la culture footballistique de São Paulo, prouvant que même dans une belle symphonie, les notes brutes et authentiques sont nécessaires à la diversité. Luizinho, le artiste défensif oublié, qui transforme les dégagements en gestes gracieux sur le terrain. Associé à Oscar, le défenseur central de 23 ans de l'Atlético Mineiro incarne la finesse défensive. Si Oscar représente la force, Luizinho représente la fluidité, un défenseur au pied de milieu de terrain. Doté d'une capacité exceptionnelle à se défaire du pressing et à initier les attaques. Il n'a pas dégagé le ballon, il l'a dégagé hors de danger. Lors de la Coupe du Monde, 1982. Luizinho a si brillamment joué qu'il est devenu un joueur très convoité par les entraîneurs européens. Et même si le Brésil a été éliminé prématurément, il est toujours considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du tournoi. La carrière de Luizinho a ensuite consolidé son statut légendaire à l'Atlético Mineiro avant son transfert au Sporting Lisbonne, au Portugal. Cependant, contrairement à ses coéquipiers, il n'a pas remporté de titres internationaux majeurs. Après sa retraite, Luizinho s'est essayé au coaching, mais sans grand succès. Il a choisi une vie relativement discrète, loin des projecteurs. Néanmoins, aux yeux des amateurs de beau football, Luizinho demeure la référence du défenseur central moderne, un modèle que le football mondial a par la suite popularisé. Dans la vie, Luizinho est aussi discret et raffiné que sur le terrain. Il se tient à l'écart des polémiques et des scandales. Il incarne une beauté inachevée, un immense talent qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Aujourd'hui, Luizinho vit toujours à Belo Horizonte et est vénéré par les supporters de l'Atlético Mineiro comme une légende vivante. Il participe parfois aux célébrations du club, conservant l'attitude d'un gentleman discret qui, jadis, a élevé la défense au rang d'or. Dirceu, l'infatigable oiseau qui a jadis sillonné les cieux du football mondial avant une fin tragique. Héros méconnu, il portait le numéro 11. Bien qu'il n'ait joué qu'un rôle de remplaçant stratégique lors de la Coupe du Monde 1982 et n'ait disputé qu'un seul match, en raison de la performance exceptionnelle du quatuor au milieu de terrain, Dirceu était déjà une figure emblématique, fort d'une solide expérience acquise lors des Coupes du Monde 1974 et 1978. Ailier gauche doté d'un pied gauche technique et de frappes puissantes de loin. Dirceu était le genre de joueur capable de faire basculer un match. Véritable nomade du football, il a évolué sur les terrains du Brésil, du Mexique, d'Espagne et d'Italie. La vie de Dirceu fut un voyage incessant, surnommé le gitan du football. Pour avoir joué dans près de 20 clubs au cours de sa carrière, il était apprécié partout pour son professionnalisme et son sourire bienveillant.
Après sa retraite au milieu des années 1990, Dirceu retourna à Rio de Janeiro, nourrissant le rêve d'une vie paisible après des années d'errance à l'étranger. Il chérissait l'idée de contribuer à la formation des jeunes et de profiter d'une vie sereine auprès de sa famille. Il semblait que cet infatigable globe-trotteur avait enfin trouvé un havre de paix. Cependant, le destin réserva un sort cruel à cet artiste globe-trotteur. Peu après sa retraite, le 15 septembre 1995, Dirceu trouva tragiquement la mort dans un terrible accident de la route à Rio de Janeiro, à l'âge de 43 ans. Une voiture lancée à toute vitesse lors d'une course de rue lui coûta la vie alors qu'il circulait avec un ami. La disparition soudaine de Dirceu fut un choc immense, plongeant ses coéquipiers et ses supporters dans un chagrin incommensurable. Il fut la première star de la génération dorée de 1982 à quitter ce monde, laissant derrière lui des projets inachevés et un sourire qui s'éteignit à 40 ans. Son héritage est celui d'un joueur dévoué, d'un homme doux à la vie trop courte, comme une note sombre dans la magnifique épopée de la sélection de cette époque.